Si votre ex-évitant a manifesté ces 5 comportements spécifiques avant de partir, les chances de réconciliation sont être très faibles. Le dernier schéma, c'est celui qui crée un point de non-retour psychologique. Et c'est celui que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'il est en train de se produire. Je comprends que vous êtes ici parce qu'une personne avec un attachement évitant a mis fin à votre relation et que vous cherchez à clarifier ce qui pourrait se passer ensuite. Analysez-vous chaque conversation, vous demandant s'il ou elle pourrait reconsidérer sa décision. Aujourd'hui, je vais partager 5 schémas comportementaux chez les individus évitants lorsqu'ils prennent leur distance émotionnelle dans une relation. Ces comportements suivent souvent des schémas psychologiques prévisibles qui peuvent nous aider à comprendre comment l'attachement évitant a tendance à fonctionner. Je vais expliquer chaque schéma, la psychologie qui le sous-tend, et discuter des situations où ces schémas pourraient ne pas s'appliquer, mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce ne sont pas seulement des signes que quelqu'un s'éloigne. Ce sont en fait des étapes d'un processus psychologique qui, une fois terminé, rend la reconnexion extrêmement improbable. Ce que vous apprendrez sur le comportement évitant pourrait complètement recadrer votre façon de comprendre non seulement cette relation, mais aussi comment l'intimité émotionnelle fonctionne réellement. Permettez-moi de commencer par quelque chose qui pourrait être difficile à entendre, mais comprendre ces schémas pourrait vous aider à donner un sens à votre situation. Il y a 5 comportements qui indiquent souvent qu'une personne avec un attachement évitant a pris ses distances émotionnelles d'une relation. Ce qui rend ces schémas particulièrement significatifs, c'est que beaucoup de gens se concentrent sur les signes évidents. Beaucoup se concentrent sur les disputes ou le fait de s'éloigner l'un de l'autre, tout en manquant les changements psychologiques subtils qui déterminent réellement si quelqu'un reviendra un jour. Ces comportements peuvent commencer bien avant que la relation ne se termine officiellement. Ils s'installent de manière insidieuse, tissant une toile de distance que le partenaire peine à déceler au premier abord. Il est crucial de comprendre que pour l'individu évitant, ces manœuvres ne sont pas nécessairement des actes de malveillance délibérés. Elles sont, pour la plupart, des mécanismes de défense profondément enracinés, des stratégies de survie émotionnelle perfectionnées depuis l'enfance. Elles servent à se protéger d'une intimité perçue comme menaçante, voire suffocante. Cette perception de la proximité comme un danger potentiel est le cœur même du dilemme de l'évitant. Il ou elle peut sincèrement désirer l'amour et la connexion, mais dès que la relation franchit un certain seuil d'intimité, un système d'alarme interne se déclenche. Cela active ces stratégies de désactivation pour créer un espace de sécurité. Le drame réside dans le fait que cet espace de sécurité est synonyme de solitude et de déconnexion, créant un cycle perpétuel de rapprochement et de fuite. Pour le partenaire, cette dynamique est déroutante et douloureuse. Il ou elle peut interpréter ce retrait comme un manque d'amour, un désintérêt personnel ou une faute de sa part. Cela engendre souvent confusion, anxiété et une érosion progressive de l'estime de soi. Comprendre que ces comportements sont les symptômes d'une blessure d'attachement et non un référendum sur sa propre valeur est la première étape vers la guérison. Ces schémas ne sont pas de simples habitudes, ils constituent une feuille de route psychologique. Cette feuille de route mène presque inexorablement à la dissolution de la relation, à moins d'une prise de conscience et d'un travail thérapeutique significatif. Schéma numéro 1, le retrait émotionnel progressif. Le premier schéma est le désengagement progressif. Il ne s'agit généralement pas d'une fin soudaine et dramatique. Au contraire, il se déroule souvent lentement, sur des semaines ou des mois. Cela peut se manifester par des réponses plus lentes aux messages, moins de temps de qualité passé ensemble ou une diminution de l'intimité physique. Vous pourriez remarquer qu'il semble physiquement présent, mais émotionnellement ailleurs. Ce retrait progressif implique souvent ce que les psychologues appellent des stratégies de désactivation. Ce sont des moyens par lesquels les personnes ayant un attachement évitant peuvent inconsciemment gérer leur inconfort face à la proximité émotionnelle. C'est comme s'ils réduisaient progressivement leur investissement émotionnel dans la relation. Ce qui peut rendre cela particulièrement difficile pour les espoirs de réconciliation, c'est que pendant cette période de retrait, la personne évitante s'adapte mentalement. Au moment où ils mettent officiellement fin aux choses, ils ont être déjà traité une grande partie de leurs sentiments concernant la séparation. Ce processus de désengagement est comparable à une lente démolition intérieure. Chaque interaction manquée, chaque conversation superficielle, chaque geste d'affection non rendu est une brique retirée du mur de la relation. Pour le partenaire qui subit ce retrait, l'expérience est profondément déstabilisante. Il y a un sentiment lancinant que quelque chose ne va pas, une intuition que la connexion s'effrite. Les preuves sont si subtiles et graduelles qu'il est facile de douter de sa propre perception. On peut se dire que l'autre est juste stressé par le travail ou que c'est juste une phase. L'évitant, de son côté, ne communique que rarement,
voire jamais, sur son état intérieur réel. Il ne dira pas qu'il se sent submergé par la proximité et qu'il a besoin de prendre ses distances. Au lieu de cela, il utilisera des excuses plausibles comme des heures supplémentaires au bureau ou une fatigue soudaine. Ces stratégies de désactivation sont des chefs-d'œuvre de l'auto-sabotage relationnel. Elles permettent à l'évitant de créer de la distance sans avoir à affronter une confrontation directe qu'il redoute par-dessus tout. Psychologiquement, pendant cette phase, l'évitant commence un processus de deuil anticipé. Il se détache émotionnellement pour minimiser la douleur de la rupture à venir, qu'il sent inévitable. Il se persuade que la vie sans son partenaire sera plus simple, plus calme et plus libre. Cette préparation mentale est un anesthésiant puissant pour son propre système. Lorsqu'il prononce enfin les mots de la rupture, il n'est pas au début d'un processus émotionnel, mais à la fin. Pour le partenaire, en revanche, c'est le début d'un choc brutal, car il n'a pas eu accès à ce long prologue. Il est confronté à une décision qui semble soudaine et irrévocable, alors qu'elle a mûri pendant des mois. C'est cette asymétrie dans le processus de rupture qui rend la réconciliation si improbable à ce stade. L'un a déjà fait une grande partie du chemin vers la séparation, tandis que l'autre est laissé sur le quai. Schéma numéro 2, le partage émotionnel limité. Le deuxième schéma concerne les défis constants liés à la vulnérabilité et au partage émotionnel profond. Si votre partenaire évitant s'ouvrait rarement sur son monde intérieur, ses peurs ou ses besoins profonds, cela reflète une barrière structurelle. La recherche suggère que les personnes ayant un attachement évitant peuvent avoir du mal avec la conscience et l'expression émotionnelle. Sans une intimité émotionnelle plus profonde, il est difficile de former des liens solides. Si quelqu'un partage rarement son côté vulnérable, il devient difficile de construire le type de connexion que les gens se battent pour préserver. La relation que vous avez vécue leur a peu être semblée différente de ce qu'elle était pour vous. Ce manque de partage émotionnel est la pierre angulaire du style d'attachement évitant. Il ne s'agit pas d'une simple pudeur, mais d'une barrière activement maintenue contre l'intrusion de l'intimité. Le monde intérieur de l'évitant est une forteresse bien gardée. Partager des émotions, c'est donner à l'autre des clés, c'est se rendre dépendant et s'exposer à un danger immense. Pour le partenaire, cette absence de profondeur crée une relation à deux vitesses. D'un côté, il peut y avoir une connexion intellectuelle, des activités partagées et une passion physique. Mais de l'autre, il y a un vide béant, là où devrait se trouver le partage des âmes. On peut connaître les goûts de son partenaire évitant, mais ignorer ce qui le fait vibrer ou ce qui le terrifie la nuit. Les conversations restent en surface, naviguant dans les eaux sûres du quotidien. Les tentatives d'approfondir la conversation sont souvent accueillies par des changements de sujet ou un silence mal à l'aise. Psychologiquement, l'individu évitant a souvent appris dans son enfance que ses besoins émotionnels étaient ignorés. Il a donc développé une hyper-indépendance, une croyance fondamentale selon laquelle il ne peut compter que sur lui-même. Exprimer un besoin est synonyme de faiblesse dans sa vision du monde. Cette conviction rend la construction d'un lien d'interdépendance sain presque impossible. Pour l'évitant, la relation est souvent perçue comme deux jeux parallèles qui ne fusionnent jamais vraiment. Sans ce ciment de la vulnérabilité partagée, la structure de la relation reste fragile face aux défis majeurs. Schéma numéro 3. Les problèmes récurrents non résolus. Repensez au schéma de votre relation et aux désaccords qui semblaient se répéter sans jamais trouver de résolution. Les personnes ayant un attachement évitant trouvent les conflits particulièrement inconfortables car ils exigent de la vulnérabilité. Lorsque les mêmes problèmes surgissent à plusieurs reprises, ils voient cela comme une preuve que la relation ne fonctionnera pas. Cela peut créer une forme d'impuissance apprise, un sentiment que les problèmes de la relation ne peuvent pas être résolus. Plutôt que de chercher des solutions, ils commencent à se désengager complètement. Ce cycle de conflits répétitifs est l'un des signes les plus destructeurs pour le couple. Le partenaire exprime un besoin de plus de proximité, mais l'individu évitant perçoit cela comme une menace à son autonomie. Sa réaction instinctive est de se fermer, de minimiser le problème ou de se retirer émotionnellement. Cette réaction déclenche une plus grande anxiété chez le partenaire, créant une boucle de rétroaction toxique. Le poursuivant cherche à rétablir la connexion, tandis que le fuyant cherche à échapper à la pression. Chaque tentative de résolution échoue, car les deux partenaires parlent des langues émotionnelles différentes. Au fil du temps, cette dynamique érode toute confiance et tout espoir de changement. L'évitant ne voit pas le conflit comme une opportunité de croissance, mais comme une confirmation d'incompatibilité. Confronté à un problème qu'il juge insoluble, la seule solution logique à ses yeux est de quitter la situation. Schéma numéro 4. La communication critique comme distanciation émotionnelle. Ce schéma implique ce qui ressemble à une critique soudaine juste avant ou pendant la rupture. Vous avez peu,
Être entendu des reproches globaux comme tu es toujours ou tu ne fais jamais. Beaucoup interprètent cela comme de la colère, mais cela pourrait représenter une dernière tentative de communication mal exécutée. Ils essaient peut-être d'exprimer des besoins non satisfaits alors qu'ils ont déjà décidé de partir. Ce qui rend ce schéma révélateur, c'est le timing précis de ces critiques. Cela indique qu'ils essayaient peut-être de justifier leur décision à leurs propres yeux. Cette avalanche de critiques de dernière minute est souvent l'un des aspects les plus douloureux de la rupture. Le partenaire est pris au dépourvu par des reproches qui semblent sortir de nulle part, après un long silence. L'individu évitant atteint un point de rupture après avoir accumulé des frustrations sans jamais les exprimer. Il utilise alors la critique comme un outil de distanciation nécessaire. En transformant ses besoins en défaut de l'autre, il crée la distance émotionnelle dont il a besoin pour partir. C'est une stratégie de rationalisation pour anesthésier sa propre culpabilité et ses doutes. Il se construit un dossier de raisons valables pour justifier sa décision de rompre. Si ces critiques surviennent brutalement, elles ne sont pas une invitation à la discussion, mais le discours de justification d'une décision prise. Schéma numéro 5, la coupure de communication complète. Le point de non-retour psychologique. Celui-ci est fondamentalement différent, c'est la cessation complète de tout contact, y compris social. Pas de nouvelles occasionnelles, pas d'interaction, seulement le silence complet et définitif. Ce 5e schéma montre quelqu'un qui protège activement sa décision de partir. Pour les personnes évitantes, cette coupure n'est pas une question de punition. C'est leur système nerveux qui crée un pare-feu psychologique pour éviter ses propres sentiments potentiels à votre égard. Le maintien de toute connexion maintient actives les voies neuronales qui pourraient déclencher leur système d'attachement. En optant pour le silence, il laisse essentiellement ces voies devenir dormantes. Ce schéma montre quelqu'un qui a réussi à éteindre sa réponse d'attachement envers vous. Les évitants peuvent traiter les souvenirs différemment, se concentrant sur les conflits plutôt que sur les moments positifs. Ce n'est pas nécessairement conscient, c'est une façon de maintenir la distance créée. Une fois que le système est désactivé par le silence complet, le réactiver exigerait une vulnérabilité délibérée. Le silence radio est l'acte final de la pièce, la descente du rideau de fer émotionnel. L'intention de l'évitant est de s'assurer que la menace de l'attachement est définitivement neutralisée. Le simple fait de recevoir un message peut réactiver des émotions qu'ils perçoivent comme dangereuses. Durant cette période, leur esprit peut s'engager dans une sorte de révisionnisme historique. Pour renforcer leur décision, ils vont amplifier les souvenirs négatifs et minimiser les souvenirs positifs. C'est un mécanisme de défense cognitif pour maintenir la dissonance à distance et valider le départ. Le silence total signifie que le processus de désactivation est achevé et le système est en veille profonde. Pour le réveiller, il faudrait un effort conscient qui va à l'encontre de leur programmation la plus profonde. Un retour après cette étape est extraordinairement rare sans un catalyseur externe majeur. Permettez-moi de discuter des exceptions importantes à ces schémas prévisibles. Parfois, une personne évitante peut reconsidérer sa décision si elle a effectué un travail personnel significatif. Cela implique souvent une thérapie ou des expériences de vie qui aident à comprendre ses propres schémas. Une autre considération est la différence entre les styles évitant distants et évitant craintifs. Les individus évitant craintifs s'engagent parfois dans des dynamiques de pousse-tire et pourraient être plus susceptibles de revenir. Il faut noter que les styles d'attachement ne sont pas une fatalité immuable. Les gens peuvent développer des schémas plus sécurisés grâce à la croissance personnelle et à l'effort intentionnel. Le chemin vers un attachement sécurisé pour un évitant commence presque toujours par une prise de conscience. Souvent, une succession de relations échouées peut servir de déclencheur à ce changement. La thérapie peut fournir un environnement sécurisant où l'évitant peut commencer à explorer son monde intérieur. Il est crucial de distinguer l'évitant distant, qui valorise son indépendance, de l'évitant craintif. L'évitant craintif désire l'intimité, mais en a une peur bleue, ce qui crée une stratégie chaotique. Enfin, une relation avec un partenaire patient et sécurisé peut aider un évitant à gagner en sécurité. Si le partenaire ne prend pas personnellement le besoin d'espace, il peut aider à réécrire le scénario interne. Cependant, le changement doit venir avant tout d'une volonté intrinsèque de l'individu. Voici le changement de perspective que la compréhension de ces schémas peut apporter à votre vie. Ce que vous avez vécu n'était pas une relation qui a échoué par votre faute. C'était une relation avec quelqu'un dont le système nerveux trouve l'intimité profonde menaçante. Le retrait, la vulnérabilité limitée et le silence complet sont un processus systématique de protection. Cela signifie que leur comportement n'était probablement pas lié à votre valeur ou à votre capacité à être aimé. Il était lié à leur propre relation avec l'intimité elle-même,
une peur ancienne. Comprendre cela est libérateur, car cela déplace le fardeau de la culpabilité vers la compréhension. Nous avons tendance à interpréter les problèmes à travers notre propre prisme d'attachement. Si vous êtes à l'aise avec l'intimité, vous voyez les conflits comme des problèmes à résoudre ensemble, pas l'évitant. Ce recadrage est le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous offrir aujourd'hui. Cessez de se demander ce qu'on a fait de mal pour comprendre la dynamique en jeu. Votre désir de connexion et votre capacité à être vulnérable ne sont pas des défauts, mais des forces. Vous avez simplement essayé de construire un pont vers une île dont l'habitant a peur des ponts. Le problème n'était pas la qualité de votre amour, mais la phobie de l'autre. C'est libérateur car cela restaure votre estime de vous après le choc de la rupture. C'est aussi déchirant, car cela vient avec l'acceptation d'une impuissance fondamentale. Votre amour ne peut pas forcer quelqu'un à se sentir en sécurité s'il associe la proximité au danger. Si votre ex a manifesté ces schémas, il est dans un état émotionnel protecteur. Cette connaissance pourrait vous aider à concentrer votre énergie sur votre propre guérison. Votre parcours ne s'arrête pas à cette perte, il peut être le début d'une compréhension plus profonde. Offrez votre amour à quelqu'un capable de le recevoir et de vous offrir le sien. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.